Rebonjour, bienvenue à celles et ceux qui se joignent à nous pour la première fois de cette matinée webinaire qui a pour thème, je le rappelle, pratiques innovantes en adaptation du territoire et en résilience climatique des communautés à la Ville de Montréal. Ce deuxième webinaire s'intitule La résilience climatique des communautés à la Ville de Montréal, collaborer, outiller et agir. Je rappelle aussi qu'il y a des gens et dans la salle et des gens en ligne. Pour le bon fonctionnement, merci de couper vos micros. Il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation, mais en ligne, vous pouvez toujours envoyer vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Je vous présente les deux conférencières de ce deuxième webinaire. Irène Cloutier, d'abord, qui est conseillère en planification et responsable des dossiers de résilience climatique à la Ville de Montréal. Depuis 2016, elle a participé au développement du plan climat 2020-2030 et de la stratégie montréalaise pour une ville résiliente. Elle coordonne le suivi et la mise en œuvre d'actions touchant à la résilience climatique des communautés et appuie ses collègues de la Ville en matière d'adaptation au changement climatique des infrastructures municipales. Manon Giry, qui coordonne le collectif montréalais pour la résilience climatique des communautés au sein de Transition en commun. Ce collectif réunit des membres de la société civile et des acteurs publics. Il renforce les liens, la collaboration et la mobilisation dans les initiatives et dans les recherches de solutions pour la résilience face au changement climatique. Elle réalise aussi des balados pour mettre en son ses convictions. Donc, mesdames, à vous la parole. Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous ce matin. Je vous amène un peu ailleurs cette fois-ci, donc à la suite de la présentation de mes deux collègues sur des mesures d'adaptation avec une approche innovante et très humaine, justement, de rejoindre les gens, mais on vous amène vers la résilience climatique des communautés plus largement et vers d'autres aléas climatiques également. Donc, il n'y a pas que les inondations, malgré le contexte actuel très inquiétant. Il y a d'autres aléas à Montréal et on sait qu'ils sont aussi préoccupants. Alors, je disais que je vous amène pour une discussion vers d'autres aléas climatiques et différents projets qu'on a testés au cours des dernières années et un projet un peu plus structurant qu'on souhaite à la Ville en lien avec une action du plan climat. Donc, bien sûr, à Montréal, au-delà des inondations pluviales et fluviales, il y a également, entre autres, des vagues de chaleur, des épisodes de chaleur extrême en particulier, qui sont très préoccupantes, et des tempêtes de verglas, mais aussi des tempêtes de vent, des tempêtes destructrices en général, qui sont deux autres aléas vraiment majeurs pour les Montréalais, qui les impactent directement, en fait. On l'a vu, bien sûr, en 2018 pour la vague de chaleur, encore une fois en 2024. En 2023, à moindre mesure, mais avec combiné à du smog lié au feu de forêt, donc vraiment deux événements combinés ensemble qui nous amenaient beaucoup plus d'enjeux par rapport aux mesures qu'on voulait promouvoir auprès de la population, comment communiquer un peu par rapport à ces deux aléas-là ensemble. Ça a été tout un défi pour nos équipes de sécurité civile avec la santé publique en termes de communication. Et des tempêtes destructrices comme celle de la tempête du verglas, donc de 2023, qui était un rappel de tout le dommage que ça peut créer à Montréal, une tempête de verglas. Pour ceux qui l'ont connu en 98, bien sûr, on s'en rappelle, on l'avait en souvenir, mais ça a été quand même un réveil brutal. C'était pas le matin, c'était en fin de journée. Je m'en souviens très bien en revenant du métro du travail, la destruction qu'il y avait un peu partout. Donc, bien sûr, des branches coupées, mais surtout des pannes d'électricité aussi majeures sur l'île de Montréal et ailleurs. Donc, bien sûr, il y a des mesures d'adaptation qui sont prises pour essayer de réduire cette vulnérabilité-là. Elles sont dans le plan climat pour la plupart, vous les connaissez, notamment entre autres pour les vagues de chaleur avec le verdissement, la plantation d'arbres,
avec différentes mesures liées à tout ça. Il y a des plans de mesures d'urgence aussi qui sont activés lorsqu'il y a des épisodes vraiment extrêmes avec la sécurité civile et tous leurs partenaires. L'ouverture de centres d'hébergement d'urgence, par exemple, des fois du porte-à-porte en lien avec les vagues de chaleur auprès des populations plus vulnérables dans certains secteurs de la ville, avec les policiers, les pompiers, la santé publique, la distribution d'eau, par exemple, également, et donc les centres d'hébergement d'urgence lors du verglas aussi pour venir héberger les gens qui n'ont pas d'électricité lorsqu'il fait encore très froid, comme c'était le cas en avril de 2023. Par contre, on a encore énormément d'enjeux liés à ces aléas-là. On n'a pas de solution encore évidente parce que l'adaptation, c'est une chose. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Vous le savez, la plantation d'arbres, ce n'est pas le demain matin que la canopée permet un rafraîchissement dans les quartiers les plus minéralisés. C'est un enjeu important. Ça amène aussi d'autres enjeux en lien avec les branches d'arbres lors du verglas. Donc, on a toute une gestion de la végétation à faire qui est vraiment importante et parfois des décisions difficiles à prendre par rapport à justement la gestion de la végétation en lien avec les vagues de chaleur et aussi le verglas. Il faut trouver cet équilibre-là. Mais au-delà de l'adaptation, bien aussi, il y a la résilience climatique des communautés qui nous permet de venir travailler, au-delà des mesures d'adaptation, travailler une capacité d'agir des citoyens. C'est vraiment ça qu'on tente de faire en travaillant différents projets innovants en résilience climatique des communautés. Et je voulais vous partager un courriel qu'on a reçu l'an dernier, donc le 26 juin 2025. Ça a été reçu dans un arrondissement que je ne nommerai pas et à la santé publique. C'est des citoyens qui ont pris la peine de nous écrire à la ville, à la santé publique, pour nous faire part de leurs préoccupations. Et je trouvais ça vraiment important pour mettre le contexte un peu des enjeux que nous avons à Montréal, que vous connaissez bien, mais qui viennent vraiment mettre le point sur les i. Vous verrez, c'est très bien écrit, ça explique très bien les enjeux. Donc, c'est une traduction, c'est un courriel qui nous est arrivé en anglais. Donc, nous écrivons en tant que résidents concernés de l'arrondissement X et membres de la communauté qui connaissent et aiment notre quartier. Cette semaine, à Montréal a connu des températures records qui se coïncidaient avec un jour férié. On était le 26 juin. Comme vous le savez probablement, il n'y a qu'un seul bâtiment public désigné comme centre de rafraîchissement pour les quelques 30 000 personnes vivant dans notre quartier. Franchement, cela semble insuffisant dans un climat en changement. Mais pire encore, en raison du jour férié, ce centre communautaire était fermé lors de la journée la plus chaude de la vague de chaleur, la journée la plus chaude de juin depuis le début des relevés. Cela signifiait que le quartier le plus dense de la ville n'avait aucun espace public climatisé lorsque les températures ont dépassé 35 degrés Celsius. Évidemment, ces stations de refroidissement sont des ressources vitales lors d'une canicule, surtout pour ceux qui n'ont pas de climatiseur ou de ventilateur de bonne qualité à la maison. Et bien que la canicule ait coïncidé avec un jour férié, elle a commencé plusieurs jours avant, des jours pendant lesquels nous serions attendus à ce que nos responsables de la santé publique et élus travaillent à un plan d'urgence. Nous écrivons dans l'espoir que vous travaillerez ensemble pour trouver une meilleure solution afin d'offrir des stations de refroidissement, afin que ce problème ne se reproduise pas lors de la prochaine canicule et que nous évitions tout risque pour les membres vulnérables et précieux de notre communauté. Après tout, avec la rapidité à laquelle le climat change, cette canicule ne sera certainement pas la dernière à coïncider avec un jour férié. Elle pourrait même ne pas être la dernière à coïncider avec un jour férié cette année. Nous écrivons également car tout le quartier est un îlot de chaleur et parce que nos quartiers comptent beaucoup de personnes âgées ainsi que de nombreux enfants, ce qui signifie que nos populations sont particulièrement susceptibles aux coups de chaleur. Veuillez nous faire savoir si vous avez des questions, des préoccupations. Nous aimerions savoir comment vous prévoyez mieux allouer les ressources à l'avenir. Merci de votre temps. Donc, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, il faut faire plus. On tente de faire plus depuis des années. Comment réagir? Comment venir structurer une action pour venir répondre à court terme à ces enjeux-là? C'est vraiment le défi. Donc, je vais quand même vous présenter certaines actions que nous faisons depuis quelques années, mais je voulais revenir d'abord sur le sommet climat qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a un commentaire en ligne et en personne qu'a fait Nadine Raymond lors d'un panel sur les inéquités, les changements climatiques, et que je trouvais très pertinent. Vraiment relier la résilience, le climat et la justice sociale
comme étant inséparables. Et c'est vraiment un discours que j'essaie de porter au sein de la ville et qui maintenant est de plus en plus dit depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup de collègues qui le croient également. On tente de travailler beaucoup dans ce sens-là. Il ne faut pas mettre l'un contre l'autre, il faut travailler ensemble pour mieux adresser ces iniquités-là, tout en travaillant sur les changements climatiques et la résilience des communautés et l'adaptation plus largement. Et bien sûr, la transition socio-écologique. Donc, différents projets qu'on a mis en place depuis quelques années pour essayer de mieux faire face et mieux préparer nos populations, travailler avec le milieu communautaire, travailler avec nos partenaires. On parle de collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire, la collaboration? Je voulais quand même vous présenter certains projets. Parfois, c'est nous qui les avons portés. Parfois, c'est d'autres organisations internes, externes à la ville, d'autres services, tout ça. Donc, vous en avez quelques exemples ici. Je vais vous en présenter d'autres. Donc, premièrement, une campagne de sensibilisation aux vagues de chaleur que nous menons depuis 2020 avec nos partenaires, qui a été vraiment initiée par le BTR en arrimant tous nos travaux avec ce qui se fait déjà en sécurité civile en période d'urgence. Mais il faut comprendre qu'en période d'urgence, c'est très rare quand même qu'il y ait un épisode de chaleur extrême qui suscite justement une situation d'urgence. Le reste de l'été, il y a des vagues de chaleur quand même, qui ont vraiment un enjeu en termes de bien-être et de confort de nos citoyens, mais il n'y a pas de situation d'urgence déclarée tant que les 3 jours à 30 degrés Celsius et les nuits ne sont pas menées. Donc, par rapport à ça, on voulait quand même faire quelque chose plus en prévention de ces épisodes de chaleur extrême-là. Donc, depuis 2020, ça signifie environ 867 personnes formées. Donc, avec la santé publique, on a fait des formations auprès des patrouilleurs, des patrouilles vertes, par exemple, auprès du milieu communautaire, auprès des agents socio-communautaires de la police, du SPVM. On s'est associé à une campagne du SPVM qui s'appelle l'opération Visiter une personne aînée, qui vise vraiment à aller faire du porte-à-porte à tous les printemps, du 15 mai au 15 juin, du porte-à-porte à travers toute l'île de Montréal pour vraiment viser, dans ce cas-ci, la prévention de la maltraitance vers les aînés, mais à laquelle on est venu ajouter des messages de vigie sur les chaleurs, former les agents sociocom à ces enjeux-là pour qu'ils puissent transmettre de l'information aux citoyens, puis cibler des personnes plus isolées, sans climatiseur, essayer d'avoir cette discussion-là et d'ouvrir cette compréhension-là des enjeux, tant auprès du SPVM que du milieu communautaire qui les appuie également dans cette campagne-là. On a testé aussi depuis quelques années, et on continue à le faire, des trousses fraîcheurs avec la santé publique et différents partenaires du milieu, dont la Croix-Rouge, qui est un partenaire plus structurant depuis cette année, en fait, mais qui avait débuté avec nous au départ, avec le milieu communautaire aussi, donc dans certains arrondissements de Montréal. On a débuté en 2024 avec 2 arrondissements, on a poursuivi l'an dernier. Puis cette année, grâce aussi à la Croix-Rouge qui a pris en charge aussi une partie de ces trousses-là. Donc, avec la santé publique, la Croix-Rouge, avec notre appui dans les différents arrondissements qu'on vise, on est maintenant dans une dizaine d'arrondissements pour cette année pour la distribution de ces trousses-là. Comme outil de sensibilisation, outil d'appui aux citoyens. Donc là, ça a évolué. Vous aviez au départ tous ces objets-là. On essaie de ne pas trop en avoir. On est venu tester différentes formules. On a réduit le nombre d'objets cette année pour y aller vraiment avec des objets qui sont plus utiles, dont, on l'espère, on est en train de valider les dernières informations, mais de pouvoir commander des petits ventilateurs de table pour vraiment venir rafraîchir. On est venu tester aussi uniquement la distribution d'un thermomètre d'intérieur pour déjà sensibiliser sur à quelle température ça devient dangereux là, dans un appartement, parce qu'on sait que c'est un gros enjeu. La surchauffe des logements, c'est un des volets en adaptation aussi qu'on veut venir travailler de façon plus ciblée dans les années à venir aussi à Montréal. Je parlais d'un projet plus large sur la notion de liens sociaux dans les communautés. C'est d'autres initiatives plus passées maintenant, donc des projets de recherche avec le CITID Living Lab. Il y en a eu 2 ou 3 au cours des dernières années, depuis 2019, plus largement sur la résilience urbaine, donc pas uniquement climatique, mais quand même avec une compréhension que les aménagements que l'on fait, quels aménagements viennent appuyer la résilience des citoyens. Parle beaucoup, moi je donne souvent l'exemple des ruelles vertes comme un des aménagements justement que la ville appuie, qui favorise ces liens sociaux-là dans les quartiers.
Des ruelles vertes, il n'y en a pas partout. Des ruelles, il n'y en a pas partout sur l'île de Montréal. Il y a des quartiers où il n'y a pas de ruelles. Quels autres aménagements, par exemple, on peut venir favoriser? Comment les parcs vont venir favoriser ces biens-là? Les places publiques, les placotoirs, les artères commerciales, le lien avec le milieu communautaire aussi, les différents organismes présents sur le terrain. Donc, comment venir favoriser ce capital social-là chez les citoyens qui vient ensuite favoriser, encore une fois, leur capacité de résilience. On a le programme de contribution financière pour la transition écologique. Bill coordonnait d'ailleurs ce programme-là dans notre équipe. Donc, avec plusieurs d'entre nous en appui, on avait en particulier dans ce programme-là de contribution financière un volet sur la résilience climatique. Donc, la volonté de venir appuyer des projets du milieu communautaire sur les changements climatiques et sur la résilience climatique. Vous avez quelques exemples de projets là, qui ont été appuyés. Donc, c'est plus de 880 000 $ qui ont été donnés à différents organismes en 3 ans sur des projets uniquement sur le volet résilience climatique. Donc, sur un total de 1,8 million sur les 2 autres volets, adaptation et réduction des GES. Si je ne m'abuse, la dernière année en particulier, mais même au courant des 3 dernières années, le nombre de projets les plus nombreux que l'on recevait, c'était pour le volet résilience climatique des communautés. Donc, il y avait un réel besoin d'appui, de financement de ces projets-là. Il y avait un engouement pour venir travailler ces volets-là. Donc, on est venu financer ces projets-là. Quelques mots sur l'approche KIR, l'approche quartier inclusif et résilient que portent d'autres collègues à moi à la ville, auxquels j'ai participé également, et un autre collègue à moi en termes d'équité, en termes de verdissement équitable dans les quartiers. Donc, l'approche KIR qui se veut une approche d'équité territoriale. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais pour plusieurs d'entre nous, la résilience va avec l'équité. C'est vraiment un lien là, qui se fait, l'équité sociale, l'équité territoriale. Il faut que ça soit inclus ensemble dans des mêmes projets, des mêmes visions pour pouvoir avoir des populations réellement résilientes. Donc, une approche qui vise cette équité territoriale-là dans 3 secteurs de la ville, donc à Montréal-Nord, à Ville-Saint-Pierre dans la Chine, et dans Ville-Marie, le secteur Sainte-Marie. Donc, on est venu tester pendant 3 ans cette approche-là avec le milieu, avec les arrondissements, avec les communautés locales, les tables de quartier, avec une cellule aussi multiservice à la ville. Donc, ça, c'est toute une approche innovante qui a été développée. Donc, vraiment d'avoir des gens en urbanisme, en diversité sociale, en planification stratégique, travailler ensemble avec d'autres services ici pour venir prioriser des actions et du financement dans ces 3 secteurs hautement vulnérables à Montréal. Donc, c'est encore une réflexion à savoir si on va poursuivre cette approche-là dans d'autres quartiers, parce que, naturellement, il n'y a pas que 3 quartiers vulnérables à Montréal, il y en a plusieurs autres. C'est en discussion encore avec la nouvelle administration, mais c'est une approche qui a fait ses preuves pour venir financer des projets, venir développer cette interaction-là et cette co-création-là de projets aussi dans les quartiers. Je mentionne ici aussi le projet de cartographie participative des actifs communautaires en résilience climatique qui est porté par la Direction régionale de la santé publique et la Coalition montréalaise des tables de quartier. Encore une fois, la Ville de Montréal y a participé à différents niveaux. Ça s'est fait dans 3 quartiers, je pense, à Montréal. Le rapport est à venir, en fait, mais ça va venir nourrir, je pense, beaucoup notre réflexion sur la compréhension de quels sont ces actifs tangibles, intangibles qui viennent appuyer la résilience de nos populations en lien avec une prochaine action que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, c'est à venir très bientôt. On a un premier regard, mais il y a certaines recommandations qui commencent déjà à circuler. Et finalement, un dernier projet tout nouveau avec Architecture sans frontières Québec, financé entre autres par le Bureau du design à la Ville de Montréal, auquel des collègues à moi au service de l'eau, pour ma part, anciennement avec le BTR, dans la sécurité civile et d'autres, nous participons avec le milieu communautaire. Puis on parlait beaucoup de co-création avec les citoyens, de venir intégrer le point de vue des citoyens. Mais dans ce projet-là, c'est le cas et on parle d'une population hautement vulnérable. Donc, démocratiser l'accès à l'eau dans les lieux publics à Montréal. Ici, on ne parle pas d'accès à l'eau pour se baigner, les lacs, les rivières, tout ça. On parle vraiment d'installations sanitaires, d'infrastructures d'eau, comment donner accès à de l'eau potable, à des douches, à des salles de bain publiques, à des brumisateurs sur le territoire,
Comment vraiment venir soutenir une population hautement vulnérable qui est la population itinérante, en situation d'itinérance pour avoir cet accès. Donc, il y a vraiment ce lien-là qui se fait avec le milieu communautaire qui représente ces populations-là et des personnes elles-mêmes itinérantes pour venir travailler cette charrette, une première charrette communautaire et interuniversitaire avec vraiment une approche intersectionnelle et inclusive par rapport à ça. Donc ça, c'est en cours, ça débute, l'annonce a été faite, le lancement a été fait, la charrette va avoir lieu du 20 au 22 mai et on espère, avec le bureau du design aussi, avoir que ça amène à un prototype ou des prototypes intéressants que la ville pourrait ensuite potentiellement venir tester, appliquer à la ville parce que c'est un réel besoin. Puis quand on parle de résilience climatique des communautés, les besoins de base, c'est aussi des installations sanitaires dans nos lieux publics, dans nos parcs. Et on a tendance parfois à l'oublier parce que pour nous, l'accès à l'eau, c'est tellement plus simple. Mais pour d'autres, ce ne l'est pas. Puis on parlait d'inondation tantôt, mais en termes d'inondation pluviale, entre autres, de juste pouvoir laver, sécher ses vêtements, c'est un défi pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, de pouvoir offrir ce genre de service-là plus largement, ça vient soutenir cette résilience. Donc, comme vous voyez, on est un peu plus loin des mesures traditionnelles d'adaptation au changement climatique. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment plus sur la résilience climatique des communautés. Ça fait quand même longtemps que je dis que c'est pas tout à fait la même chose, l'adaptation et la résilience. Puis souvent, on me regarde en doutant un petit peu de ce que je dis, mais j'espère vous avoir démontré qu'il y a autre chose aussi que des mesures traditionnelles d'adaptation. On est peut-être dans des discussions plus sémantiques là, de comment nommer les choses, mais il reste qu'en nommant différemment, on va aller un peu plus loin dans cette notion de capacité d'agir des citoyens, d'appuyer leur rapport à la ville. Donc, les grands constats de la majorité de ces projets-là, puis en particulier peut-être de la cartographie participative là, que travaillait la santé publique, là, mais de tous les projets, ce qui ressort vraiment, c'est que la résilience climatique est indissociable de la réduction des inégalités sociales. C'est vraiment la base, on le dit, et le milieu communautaire nous le dit depuis plusieurs années maintenant. Les liens sociaux aussi, les infrastructures sociales sont essentielles à la résilience. Je pense que c'est pas assez dit, c'est pas assez compris, c'est pas assez nommé. On est souvent dans les infrastructures dures, on est dans justement, on parle beaucoup de digues pour les citoyens, pour les inondations, pour tout ça, mais tout ce qui est un peu plus informel, c'est difficile des fois de venir faire cette promotion-là, mais c'est tellement essentiel pour la résilience de nos populations, en particulier les populations plus vulnérables, mais toute la population. Et les organismes communautaires qui sont des piliers structurants et incontournables à la résilience locale. Donc, à cette fin, on a tenté dès 2020 avec le plan climat de venir structurer une action par rapport à ça. On est venu bonifier, clarifier un peu l'action en 2025 avec la révision du plan climat. Donc, appuyer l'action 9, qui est nommée ici, donc appuyer l'émergence locale de pôles de résilience communautaire et climatique à la Ville de Montréal. Donc, comment venir appuyer le milieu communautaire, mais aussi notre infrastructure sociale, qui est municipale d'une part, mais aussi non municipale, avec des projets spécifiques et une structure de financement un peu plus arrimée et cohérente. Et avec la bonification 2025, donc on est venu nommer, se donner une cible particulière pour pouvoir essayer de pousser cette action-là plus loin. Donc, vraiment de venir adapter 8 centres communautaires municipaux afin qu'ils répondent aux besoins de la population à faire face au changement climatique en temps normal et en situation d'urgence. Pour faire le lien aussi avec tout ce qui est nos centres d'hébergement d'urgence sur le territoire qui sont moins bien communiqués pour des raisons de sensibilité, mais qui sont essentiellement dans nos lieux communautaires, nos centres sportifs, nos centres communautaires, un peu partout sur le territoire, mais qui ont besoin de beaucoup d'amour, qui ont besoin d'être rénovés, qui ont besoin d'être adaptés au changement climatique, qui ont besoin au niveau énergétique d'être beaucoup plus efficaces et redondants aussi. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux. Donc, il y a le volet bâtiment qui a pris beaucoup de place depuis cette bonification-là en 2025. Mais il y a tout le volet programmation aussi dont je vais vous parler qu'on veut vraiment faire avancer avec, entre autres, différentes initiatives.
Je vais y aller très rapidement. Depuis 2020, on avait testé différentes approches, mais on avait aussi fait une étude des bonnes pratiques sur les pôles de résilience. Donc, je n'ai pas nommé exactement ce qu'on voulait dire par pôle de résilience. Je peux le dire ici, mais c'est dans le plan climat également. Donc, on s'est vraiment inspiré de la vision des Resilient Hubs de USDN, donc le Urban Sustainability Directors Network, qui est un réseau de villes nord-américaines qui faisait beaucoup la promotion des Resilient Hubs. Donc, vraiment, comme étant des lieux centralisés d'information, de sensibilisation pour la communauté, des lieux de confiance dans les communautés qui vont servir en tout temps pour venir, entre autres, parler des changements climatiques, mais aussi appuyer des communautés avec, par exemple, des cuisines communautaires, les salles pour la socialisation, qui va venir faire des conférences, qui peut venir accueillir et vraiment inspirer les citoyens en termes de transition écologique également et informer sur la résilience climatique, mais qui vont aussi servir comme centre d'hébergement d'urgence lors des situations, lors des petites et grandes perturbations auxquelles on peut faire face. Alors, on avait fait donc avec cette étude des bonnes pratiques un regard sur ce qui était un peu l'écosystème des pôles de résilience à Montréal, donc avec les écoquartiers, les tables de quartier, les différents modèles aussi qui existaient de projets, mais aussi à l'international avec différentes initiatives plus localement, canadiennes ou à l'international aussi, pour voir un peu ce qui existait, pour nous donner un peu un aperçu de tout ça. On est venu en parallèle à ça tester des projets de pôle de résilience, plus sur le volet programmation dans un premier temps, donc en 2021 et 2023, avec un financement du gouvernement du Québec et avec un projet porté par le regroupement des organismes mandataires Tandem, donc qui visait vraiment des enjeux de sécurité publique, sécurité urbaine, en fait, à travers la ville, mais venir rajouter ce volet de résilience des communautés. Donc, avec 5 organismes porteurs des projets, des agents de résilience qui ont été engagés par ces organismes-là pour venir travailler avec les citoyens, différentes initiatives, des portraits. On a formé ces gens-là, notamment avec Orana sur les changements climatiques. On est venu les former aussi avec la sécurité civile sur les mesures d'urgence et tout ça. Donc, pour venir transmettre et sensibiliser et réaliser différentes activités. Donc, ça a été testé. Ça a été un résultat mitigé parce que pour diverses raisons, c'est difficile des fois quand c'est des organismes qui n'ont pas cette vocation environnementale de toujours comprendre pourquoi ils viendraient parler des changements climatiques aux citoyens. C'est comme un ajout à leur mandat. Donc, il y avait quand même cette notion-là qu'on devait venir retravailler pour mieux expliquer un peu ce lien-là avec ces organismes-là qui pourtant sont en lien avec des populations hautement vulnérables. Et donc, c'est normalement nos porteurs de messages, c'est vraiment eux. C'est eux qui ont ce lien-là et qui ont les compréhensions des enjeux sur le terrain. Donc, comment venir amener cette meilleure compréhension-là et pour eux de nous expliquer aussi les limites aussi à ce rôle-là. Là. Donc, il y avait toute cette discussion-là à venir peaufiner au cours des prochaines années. Et je vais vous expliquer comment on planifie faire ça bientôt. Pour l'action 9, donc la notion de pôle de résilience, ce qu'on a comme vision au BTR, donc à l'époque quand j'y étais, et donc on va venir arrimer ça avec notre nouveau mandat à la sécurité civile et avec cette nouvelle administration que nous avons. Mais c'est vraiment une notion qui permet de regrouper des besoins et d'arrimer des stratégies de financement, entre autres pour les bâtiments. Donc, pour le volet bâtiment, le maintien et la mise à niveau des infrastructures sociales de qualité à Montréal. L'adaptation aux aléas climatiques liés à l'efficacité énergétique des bâtiments. J'ai parlé de redondance énergétique tantôt. Il y a différentes approches maintenant qu'on peut utiliser. Il y a 10 ans, quand on parlait de résilience des bâtiments, on était vraiment sur des génératrices au pétrole et au gaz. Maintenant, il y a d'autres alternatives qui sont de plus en plus économiques, qui peuvent venir servir en termes d'efficacité énergétique, mais aussi en termes de redondance énergétique pour ces bâtiments-là. Donc, on est à explorer ces arrimages-là qu'on veut faire. Puis, vraiment répondre en urgence, donc avec des haltes fraîcheurs, des centres d'hébergement d'urgence qui vont être fonctionnels en tout temps, qui n'auront pas d'enjeu, justement, et qui vont vraiment répondre aux besoins des citoyens. Les pôles, très rapidement, le pôle de résilience communique aussi l'importance plus largement des infrastructures sociales. J'en ai déjà parlé quand même beaucoup pour le bien-être et la sécurité des populations. Ça va au-delà, bien sûr, de ce que nous, on a
comme bâtiment et comme infrastructure à la Ville de Montréal. Il y a nos partenaires en éducation, en santé, dans le milieu communautaire, les services publics en général. Peut-être celui qui est absent ici, c'est les parcs là, qui sont aussi, bien sûr, une infrastructure sociale verdie qui est essentielle également pour la population. Finalement, un pôle de résilience, ça serait quoi dans l'idéal? C'est un bâtiment qui respecte les normes du Code du bâtiment, qui est accessible gratuitement et universellement, qui permet un accès à l'eau potable, à des salles de toilette, qui est climatisé l'été, chauffé l'hiver, bien sûr, qui donne accès au Wi-Fi, au branchement pour cellulaire. Donc, on en a vu des citoyens qui ont dû aller se brancher dans des centres commerciaux et bon, ça a suscité des enjeux là, en 2023 avec le verglas. Donc, d'avoir accès, c'est plus un luxe, là, cet accès à l'information à travers nos cellulaires. Un lieu de confiance, de rassemblement dans le quartier, bien sûr, et des bâtiments décarbonés, adaptés, résilients aux aléas climatiques. On a quelques exemples ici, donc le Centre culturel et communautaire de Cartierville, qui peut-être ne répond pas à tous les critères encore. C'est dans l'idéal, bien sûr. Et je mentionnais donc dans le communautaire aussi l'espace des possibles, donc qui a changé de nom récemment, là, qui s'appelle maintenant La Balise, mais qui est un lieu communautaire ouvert à la population dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, je vois le temps qui passe, je vais vraiment compléter rapidement. Volet bâtiment, c'est en œuvre depuis 2025, donc depuis l'annonce de la mise à jour du plan climat. On travaille à l'interne pour vraiment travailler ce volet-là et faire le suivi avec les arrondissements concernés sur 3 critères. Donc, on cherche des projets pour encore les 8 projets qu'on cible, là, qui est un minimum, là, on l'espère. Là, si on peut en faire plus, on en fera plus. Si on peut appuyer plus de bâtiments, mais quand même déjà un minimum de 8. Donc, un bâtiment communautaire qui fait déjà l'objet d'une planification pour des rénovations en arrondissement. C'est le premier critère. Un bâtiment qui est ciblé comme centre d'hébergement d'urgence, idéalement, et priorisé par le Centre de sécurité civile pour des enjeux notamment d'équité territoriale aussi. Quel arrondissement, combien de bâtiments déjà identifiés et qui sont déjà redondants au niveau énergétique, par exemple, versus un autre. Et finalement, l'enjeu d'équité territoriale qu'on veut intégrer avec donc 2 indices cartographiques, donc pour vraiment situer les bâtiments dans des secteurs vulnérables au niveau des changements climatiques, mais aussi avec des enjeux d'équité dans les milieux de vie, donc avec notre indice d'équité des milieux de vie là, développé qui appuie l'approche CARE d'ailleurs. Je pense que je vais passer rapidement ici pour laisser de la place à ma collègue, mais je voulais vous parler brièvement du volet programmation qui est beaucoup moins développé encore, mais que j'ai à développer un peu plus cette année avec des collègues. Donc, vraiment prévoir une programmation dans ces lieux-là et plus largement dans les lieux municipaux et peut-être même plus. Donc, avec différents partenaires internes et externes. Donc, le service de la culture, qui est tout un réseau de bibliothèques, bien sûr, qui sont des haltes fraîcheurs l'été. Des musées aussi, donc le musée d'Espace pour la vie qui offre différentes activités dans leur musée, bien sûr, mais hors les murs également, qui peuvent être plus accessibles, plus connus, plus communiqués, avec différents services qui ont des expertises, le service de l'environnement et de la transition écologique, donc nouvellement créé, là, qui ressemble le BTR avec le service de l'environnement. Le service de l'eau, le service de la diversité de l'inclusion sociale, les arrondissements, différents partenaires, mais aussi des partenaires externes, donc les organismes communautaires eux-mêmes, le milieu universitaire qui est une source, bien sûr, d'information, de vulgarisation de l'information également, que toutes sortes de choses, et j'en donne des exemples plus loin, des grandes institutions aussi et des fondations qui peuvent venir appuyer ce travail-là avec nous. Et les 2 exemples, j'avais à vous proposer, entre autres, de programmation, par exemple, il y a la Croix-Rouge canadienne qui offre toutes sortes d'ateliers sur la préparation aux urgences, les trousses 72 heures, donc vraiment ce lien avec les mesures d'urgence que pourrait venir offrir comme information et comme formation aux citoyens plus largement la Croix-Rouge, mais aussi des choses un peu différentes. Donc, j'ai participé à cette formation, à cet atelier-là qu'offrait l'UQAM l'hiver dernier sur le verglas,
avec une visite de leur station météorologique à l'UQAM, mais avec vraiment une petite formation d'une heure, 1 heure et demie, très pointue, mais qui était vraiment intéressante, qui nous amenait ailleurs. J'y allais en me disant, je n'apprendrai pas grand-chose, puis finalement, je suis sortie de là avec plein d'informations intéressantes. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être plus largement offert à nos populations. Il y en a plein d'autres. Je ne m'éternise pas là-dessus. Et finalement, quelques mots pour présenter ma co-présentatrice et le nouveau collectif montréalais en résidence climatique des communautés qui est porté par Transition en commun avec différents partenaires à la ville. Donc, c'est vraiment un nouveau projet qui a été lancé au mois d'août l'année dernière et qu'on souhaite vraiment porteur pour le milieu. Donc, quand on parle de collaboration, on parle d'outiller le milieu, c'est vraiment en partenariat avec ce milieu-là et dans la co-création, donc la discussion. Donc, déjà, dans un premier temps, une des choses qu'on est venu mettre par écrit, c'est une définition de la résilience climatique des communautés, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et donc, c'est peut-être pas final encore, c'est vraiment un jet qu'on a proposé à la suite de discussions lors du premier atelier, mais donc la résilience climatique des communautés qui fait référence à la capacité collective à faire face aux chocs et aux perturbations liées au changement climatique, à s'en relever et à se transformer positivement, tout en maintenant sa capacité à s'épanouir et à améliorer ses conditions de vie. Donc, je cède la parole à Manon Giry du collectif montréalais en transition, en résilience climatique. En transformation. Voilà. Irène a un peu dévoilé le punch sur notre définition, mais ravie d'être là avec vous. C'est un peu la première fois que je présente, donc c'est une première. Je vais, comme la ville de Montréal, en toute humilité, vous dire que c'est la première fois que je présente notre collectif devant vous. C'est ça, le collectif montréalais en résilience climatique des communautés. Le lancement officiel s'est fait en août dernier, donc on est quand même tout jeune. La légende veut que lors d'une rencontre organisée par Transition en commun, donc l'organisme qui accueille ce collectif, il y a eu des discussions un peu houleuses sur la notion de résilience. Je n'y étais pas. Mais il y avait donc d'une part des fonctionnaires, des chercheurs et des organismes communautaires, puis chacun apparemment n'avait pas la même notion de résilience ni de qui en était responsable. Et donc, suite à ces tensions qu'on pourrait dire créatrices, l'idée a émergé d'avoir un espace commun, collectif, sur lequel on pouvait justement discuter de ces enjeux-là avec à la fois des fonctionnaires de la ville de Montréal, mais aussi des organismes communautaires et des chercheurs, donc toutes ces personnes qui avaient un bout du casse-tête de la résilience, puis qui n'avaient pas forcément les moyens ni les espaces pour se parler. Donc voilà pourquoi on a été créé. Ah oui, c'est le petit pointeur. Voilà. Donc nous, les objectifs du collectif, c'est vraiment de collaborer, mobiliser. Donc, c'est de partir du principe que, comme je vous le disais, tout le monde est partie prenante et puis que ça vaudrait la peine que des discussions aient lieu, de sortir un peu de l'aspect projet, mais vraiment pour faire naître des discussions, puis de voir qui fait quoi, puis comment. On veut aussi valoriser les initiatives. On part du principe qu'en effet, la ville, mais aussi les organismes communautaires sur le terrain en font déjà beaucoup, mais ce n'est pas forcément valorisé, ce n'est pas reconnu comme étant faisant partie en fait, de la résilience de la ville, alors que c'est le cas. Et puis, on veut élargir la mobilisation, c'est-à-dire justement aller chercher des organismes qui ne se revendiquent pas forcément des notions de transition socio-écologique ou de résilience, mais qui en fait en font partie. Donc, voilà un peu nos 3 objectifs. Puis, on a les 5 piliers de notre vision. Donc, comme vous disiez, Irène, notre première action, en fait, ça a été de se dire, mais personne ne s'entend vraiment pour définir le mot résilience. La ville a sa définition, les organismes communautaires ont la leur, ou souvent se disent « Oh là là, ça c'est de l'adaptation, c'est de l'infrastructure, ça ne nous intéresse pas ». Je caricature, mais souvent c'est reçu comme ça. Et donc, on s'est assis à table avec les membres du collectif, donc chercheurs, organismes, fonctionnaires, puis on a déterminé donc la résilience comme la capacité collective
à faire face au choc, mais aussi à s'en relever et à s'épanouir. Donc, c'est vraiment de ne pas retourner à l'état dans lequel on était, mais d'en profiter pour peut-être avoir une meilleure qualité de vie, puis d'y contribuer. Puis juste pour la petite anecdote, sachez que le mot résilience, que je me disais, tiens, d'où ça vient? Puis je sais que c'était plutôt dans un vocabulaire d'ingénieur, mais en fait, à la base, ça vient de l'anglais, qui apparemment, depuis le XVIe siècle, eux avaient la capacité de rebondir parce qu'ils avaient le mot, pas le français. Bon, ça vient quand même du latin, mais en fait, le mot résilience en français a été intégré seulement au XXe siècle. Je ne sais pas comment on rebondissait à l'époque, mais en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et puis, au-delà de notre définition, on s'est dit qu'on voulait avoir des piliers qui menaient un peu notre action, nos fils conducteurs, en fait, c'est-à-dire des communautés fortes, comme vous le disiez, Irène, des infrastructures sociales, le fait que les personnes se parlent, s'entraident au sein d'un même territoire, puis de créer justement les infrastructures qui permettent ces liens, donc des centres communautaires, oui, des lieux de rassemblement au sein du quartier. Une approche systémique, c'est-à-dire de voir aussi les enjeux plus larges, donc à la fois sociaux et environnementaux. Une participation équitable et inclusive, donc on essaye de ramener tout le monde autour de la table et de faire en sorte que les conditions sont réunies pour que les personnes les plus vulnérables soient autour de la table, fassent partie de ces discussions-là. Et puis, une inscription dans des dynamiques plus larges. Là, vous pourriez me dire, ah oui, ça va aussi avec approche systémique, mais c'est vraiment nous, on l'inscrit dans une perspective de transition socio-écologique, parce que je travaille à transition en commun. Donc, c'est vraiment de dire que profiter de ces discussions pour avoir une visée transformatrice de transition socio-écologique. Entre les flèches, voilà, je vais y arriver. Puis, nos principes fondamentaux aussi qui guident un peu notre action, c'est responsabilité partagée. Donc, les organismes communautaires ne sont pas en charge de l'ensemble de la résilience de la ville de Montréal, la ville non plus. Chacun participe dans son domaine. Une vision systémique, ça, je vous l'avais déjà dit. Puis, justice et inclusion, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment important. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, on se réunit, puis parfois on mange de la brioche, mais on fait quand même des choses. On a 4 axes en 2026, puis encore une fois, on est né en 2025. Donc 2025, on s'est structuré, on s'est défini, on est sorti au monde, puis en 2026, on s'est dit, voici ce sur quoi il nous semble important de travailler. La première, c'est les mesures d'urgence, donc les situations d'urgence. Comment créer un meilleur maillage entre organismes communautaires, arrondissements, direction de la santé publique, les SUS, etc., au sein d'un même territoire. Comment on peut faire pour desservir le mieux possible les personnes les plus vulnérables ou les plus vulnérabilisées quand il y a une situation d'urgence, une canicule, une inondation, un verglas. Et donc, pour ça, comme on croit beaucoup au fait qu'il faut se réunir et se rassembler, on fait des événements. Donc, notre premier événement, c'est le 7 mai prochain sur la place du communautaire dans la réponse aux situations d'urgence. Donc, l'idée, c'est à la fois de vraiment réunir les personnes on a des fonctionnaires, on a un peu de chercheurs, puis beaucoup d'organismes communautaires pour mener cette discussion qui, je pense, a été menée un peu par-ci, par-là, mais pas à grande échelle. Donc, voilà, puis de cette discussion, on verra s'il y a des pistes de travail dont le collectif pourra s'emparer. On travaille aussi sur des marqueurs de résilience. Donc ça, c'est vraiment toujours dans notre objectif d'avoir un langage commun entre les acteurs de la résilience. C'est de pouvoir évaluer et valoriser les projets des organismes communautaires en résilience. C'est d'avoir des indicateurs qui soient à la fois co-construits avec les organismes terrain, mais qui soient adoptés par les acteurs publics. Et puis, notamment, que ça puisse faciliter peut-être un financement plus facile, une reconnaissance de leur travail. Donc, on en est au défrichage, on commence. On n'a jamais fait ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça, c'est ce sur quoi on travaille. Puis enfin, le volet espace et réseau de solidarité. Donc ça, c'est tout ce qui est justement lieu physique. Puis on voudrait avoir une conversation prochainement, donc en août prochain, justement sur le maillage entre les communautés religieuses. Donc c'est ça, les paroisses, les mosquées, les églises, qui accueillent justement des personnes, des communautés, mais qui ne font pas forcément le lien avec d'autres services qui sont déjà en place dans des territoires. En exclusivité aussi, peut-être, j'aimerais vous dire que là-dessus, on aimerait peut-être pas travailler aussi sur les commerces de proximité qui sont extrêmement importants dans les infrastructures sociales, mais ça sera plus tard, parce que un sujet à la fois. Mais voilà, c'est tout.
Et puis, solidifier le collectif parce que c'est ça, on est tout nouveau, il faut qu'on gagne en légitimité. C'est normal qu'il y ait aussi des personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, pourquoi un nouvel acteur en résilience, tout le monde se revendique de la résilience en ce moment. Si vous tapez résilience sur Google, vous êtes, en tout cas, il y a tellement de résultats prendre. C'est ça, de nous faire connaître puis de montrer la pertinence de ce qu'on fait. Car je pense que nous sommes pertinents. Et enfin, c'est ça, j'ai mis un petit QR code, mais il a changé, donc n'en prenez pas compte. Mais on a une infolette. Et, on a une infolette pour justement dire au monde ce qu'on fait, puis partager des ressources. Donc, on a des outils. Le webinaire a fait l'objet d'un petit article dans notre infolette, puis aussi d'informer sur nos événements. Donc, comme je vous le disais, le 7 mai prochain, on a un événement sur les situations d'urgence, la place du communautaire dans les situations d'urgence. Et le 10 juin prochain, on a un événement organisé avec le laboratoire équité climat de l'INRS sur les mesures d'adaptation. En fait, comment les mesures d'adaptation face au changement climatique, donc par exemple un parc, éponge, peut être amélioré avec des notions justement d'équité et d'inclusion. Donc, ils appellent ça le jeu sérieux. Moi, je pense que c'est plus sérieux que jeu, mais puis on fait c'est ça, un petit événement le 10 juin prochain pour tester justement des mesures d'adaptation, puis essayer de voir comment on peut pousser l'inclusion de ces mesures. Voilà, merci beaucoup. Il se fait des trucs. Il se passe, ça se passe. Ça se passe plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, merci beaucoup, c'était super intéressant. Peut-être que je réagirais sur une des actions qui est proposée autour des marqueurs de résilience. Donc, il y a déjà beaucoup de groupes qui travaillent sur des questions d'indicateurs et puis il y a déjà des indicateurs associés au plan climat. Donc, qu'est-ce qui distingue un peu ça sur quoi vous souhaitez travailler versus ce qui existe déjà? Déjà, en lien avec le plan climat, il n'y a pas d'indicateur de résilience, ni de résilience climatique des communautés. Bon, on est en adaptation résilience, très largement. On sait qu'on a un travail à faire sur nos indicateurs d'adaptation, d'ailleurs, qui sont quand même assez élémentaires. On parle d'îlots de chaleur, de canopée, de lieux naturels, de milieux naturels, tout ça, mais on pas beaucoup et de réduction des vulnérabilités aux aléas climatiques. Mais c'est très large encore. On sait qu'on a un travail à faire là. En termes de résilience climatique des communautés, ben, on avait cette intention-là aussi de pousser ça un peu plus loin dans les prochaines années. On a testé différentes mesures, mais on peut aller dans toutes les directions avec la résilience. Donc, c'est un peu le défi. Et avec donc notre sous-comité sur les marqueurs, on est venu nommer plutôt que des indicateurs, des marqueurs pour être moins dans le spécifique parce que c'est pas toujours chiffré, c'est pas toujours des indicateurs quantitatifs. La résilience, c'est souvent dans le qualitatif avec cette vision beaucoup plus large, là, donc par des marqueurs de résilience. Donc, on est en réflexion, en tout cas, vers quoi on veut aller, mais on est vraiment sur les communautés, les capacités encore d'agir. Qu'est-ce qui vient favoriser cette capacité d'agir des citoyens? Oui, merci pour la question. Je pense qu'en tout cas, ça nous permet de venir préciser, mais on a quand même fait une revue de littérature parce qu'on s'est posé la question de est-ce que les marqueurs sont le bon véhicule pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire faire reconnaître les actions déjà présentes, les initiatives déjà en cours. Donc, est-ce qu'on ne vient pas alourdir la machine? Puis notre intention n'est vraiment pas celle-là. On s'est dit qu'en fait, ce qui manquait, puis on est encore en train de creuser, c'est justement, comme le disait Irène, d'avoir des choses beaucoup plus de l'ordre de l'intangible. Puis, en fait, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir aller travailler sur les politiques publiques, puis de faire percoler, en fait, ces actions des organismes communautaires qui sont intangibles, puis de les faire reconnaître dans les politiques publiques, puis que ça puisse ensuite aussi se traduire par des financements. Mais donc, si c'est des marqueurs qui sont co-construits avec le milieu directement, puis c'est ça, peut-être notre différence, c'est qu'on veut vraiment les co-créer avec les organismes communautaires. Fait que là, on lance une vague de rencontres avec des organismes ou des regroupements pour tester des hypothèses puis les interroger. Sinon, en effet, on serait un énième set de critères. Voilà. Puis peut-être pour compléter ça aussi, j'en ai beaucoup moins parlé parce que c'est pas encore très développé, mais pour nous, j'allais dire au BTR, mais à la ville, avec l'Action 9,
Donc, il y a le volet bâtiment, programmation, mais il y avait aussi un volet certification sur lequel on voulait venir travailler pour venir mieux reconnaître le travail du milieu communautaire. Et on pense que ces marqueurs vont nous aider à appuyer une éventuelle certification de ce milieu-là, des projets, des lieux aussi. On a parlé des tiers-lieux, par exemple. Donc, venir reconnaître ces lieux-là et ces projets-là, ces initiatives-là comme étant de la résilience, comme un appui à la résilience à Montréal, pour ensuite peut-être les appuyer vers d'autres sources de financement gouvernementales ou philanthropiques. Merci, c'est très intéressant. Moi, j'avais est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle? Je vais y aller avec une question. Il y a assurément plein de défis qui se sont présentés au niveau de la résilience, puis tu parlais beaucoup de l'interservice, etc. Tu sais. Puis ma question, c'était comment le milieu universitaire ou comment le milieu de la recherche au sens plus large peut venir aider, soutenir, tu sais, quel rôle le milieu de la recherche peut jouer justement dans ces défis rencontrés interservices, interpartenaires. Je trouve l'idée des marqueurs, justement, qui amène un peu ailleurs, qui fait sortir les gens un peu des indicateurs. Mais tu sais, est-ce que c'est les différents services qui vont suivre ça? En tout cas, c'est peut-être un peu complexe là, en quelques minutes, mais j'étais curieuse de vous entendre. Oui, pour moi, le milieu universitaire était même à la base de toute cette discussion-là sur la résilience. Là, pour ceux qui connaissent mon parcours, là, je suis issue du milieu universitaire. C'est vraiment là que j'ai eu mes premiers contacts avec cette notion-là très large de résilience là, en 2005, là, en fait. Là, donc, il y a plus de 20 ans maintenant, ça me vieillit. Mais vraiment, ces premiers liens-là, c'est venu du milieu universitaire. Tu sais, je parle, bon, moi, je travaillais à Polytechnique, Benoît Robert, avec des infrastructures essentielles et de la résilience organisationnelle des infrastructures. Mais il y avait Isabelle Thomas à l'Université de Montréal sur la résilience face aux inondations, Marie-Christine Terrien, dont j'ai mentionné les travaux sur le capital social, les échanges avec son équipe, avec elle, ont vraiment nourri cette réflexion-là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est essentiel. Puis ça se poursuit à travers, tu sais, il y a plein d'autres projets que je n'ai pas mentionnés, certains qui sont soutenus d'ailleurs par Ouranos, là, avec, entre autres, Sébastien Jaudoin à McGill, sur les personnes handicapées, les changements climatiques, de comment venir mieux appuyer ces personnes-là. Donc, ça continue à nourrir cette réflexion-là, tant à l'interne de la ville qu'avec nos partenaires. Et ils font partie du collectif aussi. Pas tous, bien sûr, certains plus que d'autres. Peut-être Sophie Van-Ness en particulier, on a nommé le Labo Équité Climat, mais elle est vraiment une partie intégrante de toutes ces discussions-là dans le cadre du collectif, dans le cadre des marqueurs aussi, de différents projets qui sont en cours. Donc, ça vient appuyer cette réflexion-là, puis nourrir notre réflexion et même appuyer avec des outils concrets là, qui peuvent être développés pour appuyer le développement de politiques publiques ou même l'évaluation des projets. Un autre projet dont je n'ai pas mentionné, mais c'est l'évaluation de notre campagne sur les vagues de chaleur financée, entre autres par un projet de l'Ouranos, mais avec Maxime Boisvert à l'INSPQ, qui vient venir faire cette évaluation un peu plus fine de l'impact d'une campagne sur les vagues de chaleur, une campagne de sensibilisation sur nos citoyens, ce qu'on ne savait pas trop comment prendre à la ville parce que c'est pas évident de faire ce genre d'évaluation-là, au-delà du quantitatif, encore une fois, du nombre de dépliants, puis je sais balancer des chiffres, le nombre de personnes formées, outillées, sensibilisées, c'est une chose. Après ça, est-ce qu'il y a des changements de comportement qui viennent avec cette sensibilisation-là? C'est ça qu'on n'arrive pas vraiment à faire et que le milieu peut venir nous soutenir là-dedans. Je préciserais peut-être que juste au centre du collectif, je ne suis pas à la ville, mais le fait d'avoir des chercheurs, ça aide vraiment à déplacer les débats. En fait, ils ont une vue beaucoup plus macro. Alors, on essaie d'avoir des chercheurs qui sont spécialistes de la question. Puis c'est ça, ça déplace quand même, ça alimente la conversation, puis ça déplace aussi le fait que ce soit beaucoup moins. Je ne dis pas qu'on a des débats polarisés au sein du groupe, là, pas du tout, on est quand même assez alignés, mais c'est juste que ça permet aussi d'avoir un regard qui est un peu plus, pas neutre, parce que ce n'est pas le cas, mais qui a en tout cas, ça a une vision beaucoup plus macro qui est vraiment, qui nourrit nos discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en ligne. Puis peut-être juste mentionner que dans 2 semaines, il va y avoir d'autres webinaires et que les propositions de webinaires sont sur le web d'Ouranos. Merci.